Salut les permachouettes. Alors voilà, première petite vidéo officielle sur ici le lieu qu'on a appelé le 200. On est en centre-Bretagne et voilà, j'ai plein de choses à dire sur la permaculture, sur la vie du sol. Et cette première petite vidéo, j'ai voulu la consacrer au paillage. Alors à quoi ça sert et qu'est-ce que c'est du paillage? J'essaye de faire des vidéos, c'est la troisième ou quatrième, et à chaque fois ça prend 20 minutes parce qu'il y a énormément de choses à dire. Alors je me suis fait des petites notes et je vais essayer de rester assez concis. Alors à quoi ça sert? La première chose du paillage, on va dire, ça va être d'essayer de minimiser les désherbages. Vous voyez qu'ici ça fonctionne très bien. On va essayer aussi d'éviter l'évaporation du sol, d'éviter que le soleil touche la terre directement et brûle tout ce qu'il y a à sa surface, toute la vie microbienne qui s'y passe. Et c'est pas tout. Alors si c'est on va dire un paillage qui va vraiment être juste là pour protéger le sol, à ce moment-là on va appeler ça un paillage passif, ou en tout cas moi je l'appelle comme ça, c'est-à-dire imaginez par exemple des écorces de pin, ça c'est un paillage passif dans le sens où il ne va pas participer de la vie du sol. Alors c'est déjà bien que ça évite l'évaporation et que ça évite le désherbage, ça nous simplifie la vie, mais quand même, la chose la plus importante si on veut aggrader le milieu et gagner en potentiel de vie, gagner en fertilité, il va falloir penser à un paillage que j'appelle actif, c'est-à-dire qui se décompose comme un compost. Alors, et ça c'est la notion la plus importante au jardin. Si vous voulez travailler sur sol vivant, il faut comprendre que le sol a besoin d'être nourri. C'est comme si vous aviez un animal et qu'il fallait qu'il se nourrisse. Alors pour se nourrir, il va falloir un bon rapport entre le carbone et l'azote. Et ça c'est une chose, il faut absolument en passer par là pour comprendre le principe. Faites des petits essais avec des matières très azotées, type compost de cuisine, avec des matières très carbonées, type paille par exemple, essayez différentes proportions et vous allez voir que dans certains cas ça sent bon la terre, ça sent bon l'humus, ça sent bon la verdure, le champignon, et dans d'autres cas ça devient acide, c'est nauséabond et c'est très très agressif, et à ce moment là vous imaginez bien qu'il n'y a pas grand chose qui va pousser là-dedans. On dit qu'il faut à peu près entre 10 à 30 fois plus de carbone que d'azote. Alors, pour simplifier, qu'est-ce que c'est le carbone? Ça va être ce genre de choses-là, des matières résiduelles sèches, marron, qui sont composées de lignine ou de fibres dures, on va dire. Ça, c'est du carbone. Explication très très simple. Qu'est-ce que c'est l'azote? Ça va être tout ce qui est mou et vert. Et si par exemple vous faites sécher cette feuille de rumex petite oseille ici, là, vous voyez que c'est très très mou. Si vous le faites sécher, vous allez avoir vous imaginez, vous allez avoir un résidu qui va être très léger. Ça c'est la partie carbone, et tout le reste on va considérer que c'est de l'azote. Quand vous faites un mélange entre les deux, il va falloir penser qu'il doit y avoir 10 à 30 fois plus de carbone que d'azote. Donc si je mets que ça tout seul, ça va être trop azoté. Je le sais d'expérience. Si je mets que ça tout seul, ça va être trop carboné. Je le sais aussi d'expérience. Faites des essais, il n'y a vraiment que ça qui compte. Et vous allez pouvoir trouver la bonne proportion. Il faut de toute façon, quand vous regardez votre matière, quand vous checkez, il faut que ça sente bon, quoi. Voilà. Si ça sent pas bon, si c'est trop acide, à ce moment-là, vous dites c'est pas bon du tout. C'est vraiment la clé, ça. Si vous gérez pas ça, votre sol ne va pas pouvoir vivre. Vous n'allez pas le nourrir, ou en tout cas, vous n'allez pas l'encourager à se nourrir. Et du coup, il ne va pas gagner en fertilité. Alors, ici par exemple, je vous ai mis ici, on s'est mis ici sur une butte où il y a des mirabelliers qui ont été plantés, repiqués cette année. Je me suis inspiré du travail de Richard Wallner. J'essaierai de vous mettre le lien du document que j'ai trouvé. Ça permet d'avoir un paillage très efficace. Comment nourrir le sol et en même temps avoir un paillage qui va être très robuste et résister à l'enherbage, pour pouvoir laisser, sachant qu'ici la forêt elle est à 1 km de chez moi, je peux pas avoir l'œil tout le temps dessus, donc j'ai besoin de pouvoir la laisser une quinzaine de jours et que je revienne comme ici, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'herbe qui pousse et que je sois tranquille, que mes arbres soient protégés. Alors, il a trouvé une solution qui consiste à mettre un paillage qu'on va toujours appeler actif, c'est-à-dire qui va se décomposer. Tout ça, c'est de la matière qui est en train de se décomposer. Vous voyez, c'est noir ici, ça se décompose en espèce de compost, de terreau. Ici, c'est déjà plus avancé. Et en dessous, vous voyez ici, on a des branchages. Alors, je vais essayer de faire un petit zoom sur les branchages. Voilà. Donc ces branchages-là, ils vont être de 1 à 6 cm de diamètre.
Et l'intérêt qu'on va avoir de mettre ces branchages ici, ça va être simplement de laisser l'air passer en dessous de cette couche de paillage. Et donc l'intérêt qu'on a ici, c'est que ce genre de paillage là, quand on met une très grosse épaisseur, il peut, en se décomposant, il y avait une quinzaine de centimètres quand je l'ai mis en place, aujourd'hui c'est déjà décomposé, c'est venu à 10, en se décomposant il peut former une couche qui serait étanche à l'air, ou en tout cas un petit peu trop, et qui risquerait d'asphyxier le sol en dessous. Ces branchages là ont pour but, ont pour destination de surélever cette couche là et de laisser l'air rentrer en dessous. Et il a constaté qu'il avait des très bons résultats, et ce sur plusieurs années. Parce que les branches de 1 cm vont être assez rapides à se décomposer, peut-être un an. Et par contre, les plus grosses, qui font entre 5 ou 6 cm, celles-là vont mettre plusieurs années. Et on va continuer à avoir une espèce d'aération par le dessous. Donc ça, c'est très très efficace et en plus, c'est très durable. Voilà, donc cette mise en place-là, vous voyez que c'est vraiment efficace parce qu'il n'y a vraiment rien qui pousse. J'ai pas désherbé avant de lancer la vidéo. Hein. Vous voyez qu'il y a juste de temps en temps quelques petits rumex qui arrivent à passer au milieu. Mais c'est pas grave, je m'en fais une salade en passant. Alors, une autre chose que vous voyez, c'est qu'il y a de la verdure autour. Ça, c'est des plants de pommes de terre, si vous ne les aviez pas identifiés. L'intérêt que j'ai, c'était effectivement, comme j'avais déjà fait cette action de mettre le paillage, tout ce qui était hors des surfaces où il y a le bois, vous voyez, ça fait 1 mètre carré autour de l'arbre. Autour, il n'y avait pas de bois, et à ce moment-là, je me suis dit, j'ai des pommes de terre germées, je vais les mettre là, pommes de terre dans le foin, si vous connaissez. Moi, je les mets vraiment à la surface du sol pour que les racines puissent toucher la terre. J'ai trouvé qu'il y avait un meilleur compromis entre les deux. Elles ne sont pas complètement dans le sol ni hors sol. J'ai une très bonne récolte et je peux pailler avec de la paille. C'est très facile et j'ai mis à peu près une demi-heure pour faire 150 pieds de patates, quoi. Voilà, donc vous voyez qu'ici les pommes de terre sont en place, il va bientôt falloir les buter avec de la matière. Donc là c'est simplement de ce qui pousse autour que je vais faucher, des fougères, des choses comme ça que je vais mettre autour, vraiment au collet, c'est-à-dire je vais laisser simplement la tête de la pomme de terre effleurée au soleil, et la pomme de terre elle aura l'impression d'être comme ça sous le sol, elle va rallonger un petit peu sa durée de croissance, et à ce moment là du coup elle va aussi augmenter sa quantité de production. L'intérêt d'avoir des pommes de terre qui poussent ici, c'est que déjà d'une action où j'avais mis le paillage, du coup je ressors une production qui n'était pas prévue. Donc ça c'est déjà un petit plus, et la chose vraiment importante, c'est que ça me met dans une situation de commencer à prévoir pour le futur, de faire pousser des choses ici pour l'autonomie en matière. Vous voyez que cette canopée là déjà, elle va empêcher, à l'endroit où elle se situe, elle va empêcher la surface du foin déjà de sécher. Ici ça c'est en fait c'est pas tout à fait du foin, c'est un fumier léger de chèvre que des amis m'ont donné. Et l'intérêt que je vais avoir, c'est d'éviter à long terme de prendre ma voiture pour aller chez mes amis chercher du foin ou du fumier, et d'être indépendant avec mes matières qui poussent sur place. Donc je vais pouvoir penser avec le temps à des choses que je vais pouvoir mettre, planter, semer ou simplement cultiver en vivace au pied de mes fruitiers, qui vont être simplement à faucher, à mettre sur le sol et qui vont constituer la litière. Voilà. À prévoir ce genre de choses-là, l'Institut de recherche en Australie a fait des essais sur la nécessité en matière, et s'est rendu compte qu'il fallait à peu près, ça c'est très important, 2 mètres carrés de haies productives en matière de paillage pour 1 mètre carré à pailler. C'est-à-dire que si vous avez 1000 mètres carrés de potager, vous allez avoir 600 mètres carrés qui va être dévolu à la création de matière. C'est-à-dire il vous restera plus que 300 mètres carrés, c'est-à-dire un tiers, c'est-à-dire c'est vraiment rien du tout, un tiers de surface à exploiter pour le maraîchage, pour 2 tiers de haies productives. Ça c'est très important à prendre en compte dans le design, parce qu'on pense souvent de manière très directe à la surface productive de matière, mais on pense peu à l'autonomie. Et si vous devez tous les 15 jours prendre votre voiture ou votre tracteur pour aller chercher des matières, ça vaut peut-être un peu moins le coup, quoi. Voilà, sachant que de toute façon, plus vous allez concentrer, moins vous perdez d'énergie. Vous allez avoir moins d'arrosage puisque tout est au même endroit. Et en même temps, quand vous paillez, vous conservez l'humidité, vous favorisez la richesse du sol. Donc en fait, vous avez quand même intérêt, en permaculture ou en tout cas en sol vivant, à densifier autant que possible, autant qu'il vous est possible, parce que chacun va arriver à gérer les choses à sa manière. Je voudrais rajouter à cette vidéo, avant de terminer, que ça c'est un type de paillage qui correspond à la forêt, à la plantation d'arbres. C'est pas un type de paillage qui correspond à un jardin potager, bien sûr, hein. Là-dessus, le document de Richard Wallner
donne différents types de paillage. Il a travaillé beaucoup sur ce qu'il appelle le breft, c'est-à-dire c'est pas du BRF, c'est des petits rameaux broyés en tronçons fins. Alors, je ne sais plus exactement ce que c'est l'acronyme, l'abréviation. En tout cas, ça va être des branches fines broyées ou coupées en petits morceaux et qui vont aussi pouvoir être étalées sur le sol. Alors ça correspond peut-être un petit peu plus à un paillage de potager, particules un petit peu plus fines et en même temps assez durable. L'intérêt par exemple qu'il a d'avoir des petits rameaux, c'est que dans les branches jeunes en général, les petites sections, c'est là où on a le plus d'éléments nutritifs dans les arbres, parce que c'est le moins sec, c'est là où il y a le plus d'échanges de sève, et vous imaginez bien que si vous paillez avec ce genre de matière là, il y a un plus grand intérêt nutritif pour le sol que si vous paillez avec du bois dur du bois très dur qui a été broyé. Ça va être une possibilité pour le potager. Une autre possibilité, ce serait éventuellement d'utiliser ce genre de paillage là, qui est en fait un fumier assez léger et déjà décomposé. On ne va pas mettre un fumier jeune sur du potager parce que ça risquerait de brûler les plants. Dès que ça commence à sentir le champignon ou la verdure ou choses comme ça c'est le bon signe que vous pouvez y aller. Tant que ça sent l'urine et les matières, c'est pas possible. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir utiliser ce genre de paillage là, mais en épaisseur un peu moins importante. Comment faire pour gérer ces jeunes légumes au milieu de paillage assez épais? De toute façon, il y aura toujours entre 5 et 10 cm. Ma technique pour arriver à une bonne optimisation de rendement sur les plants, ce serait de faire pousser les jeunes plants en motte, en pépinière. Donc on fabrique des petites mottes avec une moteuse. Vous avez des moteuses à main pour si vous n'avez pas un gros potager. Moi je l'ai fait avec 4 mottes à la fois, c'est un petit peu fastidieux, mais c'est largement suffisant pour les besoins d'une famille. Si vous avez un copain maraîcher par exemple, contre un petit échange, un coup de main, il aura peut-être une grosse moteuse mécanique, et à ce moment-là vous vous faites 10 cagettes d'un coup, vous allez bosser 2 heures avec lui, il sera très content parce que c'est un bon échange de procédés. Eux ils s'en servent une fois toutes les semaines ou un peu plus, mais en tout cas c'est pas à chaque instant où ça produit des mottes, donc ils ont la possibilité de vous rendre ce service là. Sachant que vous faites des plants en petites mottes, vous laissez la plantule pousser à 4 ou 5 feuilles, et dès que vous voyez qu'elle commence à ne plus suffire dans sa motte, là vous allez pouvoir la repiquer en faisant un petit nid autour là, les premiers temps, la première semaine. À ce moment là la plantule sera au centre et elle va très vite se développer puis venir au dessus, et c'est en quoi après vous aurez plus qu'à la resserrer, et à ce moment là vous aurez un paillage parfait. C'est rare d'avoir des plantes, des mauvaises herbes qui se développent entre les deux. Ces techniques-là, je l'ai expérimenté pendant 2 à 3 saisons dans un jardin que je tenais pour un restaurant, et simplement en resserrant, des fois s'il y a juste quelques brins d'herbe qu'on poussait, on peut simplement tirer dessus, c'est très facile, on resserre et il n'y a vraiment pas beaucoup de désherbage à effectuer. Voilà pour les paillages. N'hésitez pas à faire des tests de toute façon, varier les procédés pour trouver des bonnes solutions par rapport aux ressources que vous avez aussi à disposition. Tout le monde n'a pas les mêmes ressources, tout le monde n'a pas les mêmes idées, et c'est en ça que ça devient riche en permaculture, c'est qu'on peut aussi essayer. La chose qui est vraiment très très importante, c'est de garder simple. En anglais ils ont une expression qui dit keep it simple, c'est-à-dire garder simple. Vraiment, c'est pas une expression en français, mais on comprend bien le propos. C'est que tant que c'est simple, c'est facile à essayer et c'est facile à voir le résultat. Si ça devient compliqué, qu'on est obligé de faire des notes, des tableaux, des choses comme ça, du coup on a du mal à comprendre véritablement les mécanismes. Il faut savoir que si on met des choses trop compliquées en place, la nature va avoir tendance à défaire d'abord pour reconstruire après. Et ça c'est important à garder à l'esprit, c'est qu'il ne faut pas trop vraiment se creuser la tête. Moi je suis pas botaniste, je suis pas maraîcher, j'ai pas fait d'études, mais simplement en faisant des petites expériences, en n'ayant pas peur d'essayer. Simplement la peur elle est assez importante, c'est qu'il faut vraiment pas du tout avoir peur, même une petite peur que ça fonctionne pas ou que ça donne pas ce qu'on veut. Mais c'est très bien si ça donne pas ce qu'on veut, ça se trouve ça donnera certainement quelque chose de mieux en fait. Voilà, on peut pas prévoir l'élément naturel, l'élément vivant, et c'est en ça qu'on a une grande richesse ici dans ce mode d'action là, c'est qu'on compte sur des choses qui vont travailler sans nous. Voilà. Donc garder simple, c'est vraiment le maître mot. Et puis voilà pour cette première vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, merci à tous d'avoir regardé ça, et je ferai
dans la suite de celle-là, je ferai une vidéo sur les haies fruitières et comestibles et paillage, en donnant un peu les 10-12 plantes intéressantes à utiliser pour du paillage vivant, du paillage comestible autour de chez soi. Mais voilà, merci, à bientôt.